Retour sur notre plateau, et là je m'adresse encore à vous, Monsieur le ministre, Monsieur Wan. Le Sénégal est un pays qu'on connaît, très porté sur la religion. On connaît l'influence des guides religieux dans ce pays. Alors, comment se fait-il qu'il y ait ce silence? Il y a eu des organisations, en tout cas au Sénégal, religieuses, qui se sont prononcées sur les réseaux sociaux. Cela n'a pas été amplifié par les médias mainstream, mais des voix habituellement qui s'insurgent contre tout ce qui bouge se sont fait entendre. Mais le malaise... Et quel a été le discours qui a été non, le discours, tenu? ça a été d'abord un discours de condamnation, un discours de compassion aussi pour l'exploitation de la misère des femmes. Et je pense un discours qui a été, comment dirais-je, plutôt dans l'esprit de fustiger qu'un pays dit musulman se comporte ou laisse se comporter sur son territoire de telles personnes. À ce niveau-là, il y a un autre silence qui interpelle. C'est le silence des organisations féministes. Absolument. Et je pense qu'elles auraient dû, à mon sens, monter de manière plus vigoureuse, interpeller les pouvoirs publics, parce que les comportements bestiaux des hommes se sont faits au détriment des femmes. On me dit que des hommes y étaient pour autre chose, même pipe, même tabac. Je pense qu'il est temps que nous revenions tous à la raison. Il ne faut pas que les contre-valeurs prennent le pas sur les valeurs qui ont permis à nos peuples et à nos pays de survivre à beaucoup de calamités. L'éducation, nos sœurs en parlaient, l'éducation familiale, l'éducation traditionnelle que nous avions donnée et à nos hommes et à nos femmes faisait du mariage ou des relations entre un homme et une femme des codes d'honneur, des codes de lecture dans une société qui permettaient à cette société de porter au monde des enfants avec des repères. Un père, une mère, des oncles, des tantes, des grands-pères. Nous avions dans notre société des liens familiaux tellement imbriqués que l'individu n'était pas livré à lui-même. Il savait toujours vers qui regarder. Quand vous aviez, en tout cas, un problème avec votre père, vous saviez que vous pouviez aller vers le grand-père vous plaindre et que le grand-père mettrait de l'ordre. Vous savez que telle tante, c'est à elle de parler à la fille pour lui apprendre les rudiments de la sexualité la veille de son mariage. Nous avons... Et là, je vous pose la question de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Ce que l'on gagne, vaut-il ce que l'on perd? Il est temps que les Africains, qu'on a complexés par l'école, par l'instruction, parce que c'est à l'école qu'on nous a appris que les valeurs de Descartes, de Baudelaire, étaient meilleures que ce que nous, nos ancêtres, avaient conçu comme facteur d'équilibre dans notre société. Prenons la palabre. Vous croyez que si nous avions encore cet esprit de la palabre, nous aurions sanctionné le Mali? Non? Nous aurions usé de la palabre. C'est-à-dire que... Discuter, ouvrir le dialogue. Nous prenons le temps, nous nous asseyons autour d'une table, nous coupons la cola, chacun prend un morceau, on commence à se présenter. Dès que vous trouvez parmi les interlocuteurs autour de la table un cousin à plaisanterie, vous brisez la glace. Vous lui dites, ah, tu es mon esclave, vous plaisantez un peu. Vous trouvez les modalités de convivialité que l'Afrique traditionnelle a toujours mises en œuvre. Mais j'ai envie de dire que vous êtes nostalgique. Maintenant, il y a les réalités. Mais non, il y a d'autres réalités qui sont là. Quelle réalité? Quelle réalité? L'Afrique a subi un certain nombre Quelle réalité? Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des métamorphoses qui se sont produites. Mais il y a métamorphose au niveau de l'État post-colonial, administré par nos enfants qui sont dépossédés de leur personne. Tout à fait. Mais l'Afrique, si elle continue à vivre encore aujourd'hui, c'est que moi, à 66 ans, aujourd'hui, j'ai des oncles qui peuvent me convoquer et me dire « ça, ce n'est pas à faire ». Et j'accepte leur critique. À 66 ans, j'ai des tantes qui peuvent m'appeler, me faire des remarques
et me dire ce type de comportement-là n'est pas digne de ta personne. Mais nous avons ces leviers sociaux qui sont l'Afrique, dont nous devons être fiers. On nous a rendus complexés par rapport à toutes ces notions et nous en sommes aujourd'hui à contempler des gens qui n'ont que des objets pour nous impressionner. Une belle voiture, c'est quoi? Dans 3 ans, elle est démodée, vous n'en voulez plus, vous en voulez une nouvelle. Une belle maison, dans 50 ans, elle ne vous appartient plus. Elle appartient même pas à vos héritiers. Quelqu'un d'autre va l'hériter. Mais nous sommes dans les objets et nous avons oublié qu'un peuple, c'est d'abord une âme. Et cette âme, elle est nécessairement rattachée à votre cosmogonie, votre manière de voir le monde, votre manière de comprendre les phénomènes naturels, surnaturels, votre manière de vous mouvoir dans le monde. L'Afrique a abdiqué de sa prise de parole dans le monde. Et c'est à cela que nous devons retourner. OK. Alors donc, retour à nos valeurs, c'est ça? Absolument. Oui, il y a un auteur sénégalais, je crois, qui a dit recours. Il faut faire plutôt, il est difficile peut-être de faire le retour, il faut faire un recours. S'appuyer, en tout cas, c'est presque la même chose. Je confie. Mais vous avez commencé cette émission en parlant de ce qui doit se passer dans la sphère familiale. Et ça, c'est important. C'est peut-être l'une des solutions. On aborde justement la séquence des « que faut-il faire ». C'est important parce que, en vérité, nous sommes dans une boucle. Lorsque tout le monde... On est dans un tourbillon, oui. Moi, je reviens à mon boucle parce que je veux dire, lorsqu'on parle d'éducation, je suis musulmane et le prophète de l'islam dit il faut éduquer les enfants dans le ventre de leur mère. Après, je dis, cette mère-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère, au préalable, avait été bien éduquée. Donc, on se retrouve dans cette dialectique-là de l'enfant qu'on éduque, qui va devenir une femme bien éduquée, qui va éduquer donc son enfant dans son ventre, plus tard quand il sera grand, et qui va devenir encore une nouvelle maman. Et donc, c'est une boucle. C'est pour ça que je dis c'est une boucle. Et l'enfant là qu'on a éduqué, qui va éduquer le bébé, le fœtus qu'elle porte, est éduqué dans la sphère familiale. Si les deux parents n'ont pas de valeur, quand je parle de valeur, je parle de ces codes-là auxquels M. Wan a fait tout à fait allusion, de ces mécanismes qui régissent notre société. On a plusieurs communautés qui sont ensemble et dans cette volonté-là, dans ce choix de vivre ensemble, on a des mécanismes qui ont toujours fonctionné depuis des siècles. Et aujourd'hui, je suis atterrée de voir que tu prends une petite fille de 10 ans du Sénégal qui n'aura pas d'acquaintance, qui ne trouvera pas de ressemblance avec une enfant ivoirienne, mais qui sera comme une jumelle avec une américaine. Voyez-vous, alors que ce que j'appelle africanité, entre guillemets, on l'a retrouvé dans nos peuples, je vais dire, d'obédience bantoue. On avait des mécanismes qui ont toujours fonctionné. Pourquoi ils ne fonctionnent plus? Parce qu'on a sorti en nous, de par l'éducation occidentale, on a sorti en nous tout ce qui pouvait faire qu'on se ressemblait, qu'on se disait oui, je suis sénégalaise, mais j'ai des valeurs semblables à ce que vivent mes sœurs ivoiriennes et autres. Et après, quand on ne sait plus d'où on vient, on ne sait pas où on va. Naturellement, et quand on ne sait pas où on va, on retourne d'où on vient. Voilà, et donc la boucle est bouclée ainsi. Je pense que ce n'est pas dans les livres seulement, dans ce qu'offre l'Occident, où on fait souvent l'amalgame entre la culture musulmane et la culture arabe. Je pense qu'on peut trouver vraiment les réponses à nos questions dans nos valeurs culturelles. Alors vous êtes femme de médias, journaliste. Qu'est-ce que vous attendez par exemple de la part des hommes des médias? Quand je dis hommes, c'est hommes et femmes, hein, des journalistes et tous ceux qui animent et font des émissions sur nos différentes chaînes de radio, de télévision et qui interviennent également sur Internet. Il y a un rôle à jouer, il y a quelque chose à faire, il y a une réaction à avoir par rapport à ce qui se passe. Ben, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Je dis il faut, dans tout constat, le constat c'est qu'il y a un scandale qui est aujourd'hui, qui a éclaté. Quelle est la problématique que pose ce scandale? Alors comme je suis avec vous, il y a un promoteur de chaîne de télé qui a dit écoutez, c'est bien beau ce que vous dites, moi je marche avec les influenceurs parce que c'est eux qui me ramènent du monde et quand il y a du monde, j'ai de l'argent avec la publicité. Écoutez, j'ai dirigé il y a 1 an un média panafricain
Et à un moment, on avait un point d'achoppement avec les promoteurs, justement, eu égard à cette question d'influenceurs. Je dis, je veux bien. Mais des influenceurs, je vous ai posé, tout à l'heure, j'ai posé la question, des influences qui influencent qui? Sur quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout mon bagage, je peux me laisser influencer par une fille qui vient de Dubaï avec, je ne sais pas, qui n'a aucun intérêt pour le rugby, par exemple, et qui va me dire, ouais, il faut que tu suives le rugby. Je dis, quelle est aujourd'hui, je ne vois pas en quoi elle pourrait m'influencer en ça. Je ne vois pas déjà de link entre ce qu'elle fait et le rugby qu'elle prétend vendre. Je pense que c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle des influenceuses, ou celles qu'on appelle des influenceuses, de ce que j'ai vu un reportage sur une chaîne de télé internationale, et je dis, ah c'est ça donc les influenceuses, parce que j'entendais le mot et je ne savais pas de qui il s'agissait. Tout ce qu'elles ont vendu, c'était des faux cheveux, c'était des faux ongles. Elles n'ont même pas le courage d'aller de mettre du vernis sur leurs ongles naturels. C'était des fausses lentilles pour avoir des yeux verts ou bleus. Alors, non, ça, c'est un modèle que je ne vais pas acheter. Faux et usage de faux. On est d'accord. On est d'accord. Et ça, ça ne peut pas mettre en valeur l'Afrique. Ça ne peut pas mettre en valeur nos sociétés. Ça ne peut pas mettre en valeur nos enfants. Et si c'est ça, les nouveaux passeurs de code, je dis non. Okay. Je n'en veux pas. Un message en direction des médias, de nous autres des médias. Alors, de nous autres, je vais me mettre dans le lot. Je pense qu'il faut qu'on retourne aussi, là aussi, aux fondamentaux, tout simplement, et aux valeurs des médias. Moi, je dis tout le temps, j'ai vécu dans un pays où le RTS existait, elle était seule. Et ce n'était pas juste une radio pour écouter de la bonne musique traditionnelle. Des émissions qui m'ont construite aussi, je les ai suivies sur cette chaîne-là. Malheureusement, aujourd'hui, quand j'ouvre ma radio, ce que je fais de plus en plus rarement, je ne trouve pas de choses qui m'intéressent, qui m'interpellent. On ne nous interpelle plus. Ce qui passe, ce sont des infos fondées sur la rumeur. Et je ne vous apprends pas le mécanisme de la rumeur. Donc, il faut aller au fond des choses. Il faut voir ce qui interpelle aujourd'hui la société, quelles sont les questions de l'heure et essayer d'y apporter des réponses. OK. Merci beaucoup, Madame Kourani Diarra. Je crois que votre message est entendu par nous autres des médias. Vous êtes journaliste, vous êtes donc dans les médias également. Carole, vous êtes en ce moment à Douala, au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous pour faire changer quelque peu les choses dans le bon sens? Comment remédier à ce fléau? Quelle peut être la contribution des journalistes, des hommes des médias? C'est de reprendre notre manteau d'avant, celui d'influenceur, pas celui d'influencer. C'est de reprendre ce rôle d'influenceur. C'est le média qui influence. Donc, ces discours ce sont les influenceurs qui m'apportent de l'argent, qui viennent. Et quand j'ai un influenceur sur mon plateau, j'ai l'audimat que je souhaite et puis les annonceurs à court, qu'on arrête ce discours débile. C'est un discours débile. Ce n'est pas un discours méritant. Ce n'est pas pour grandir l'image d'un média. Il faut qu'on reprenne notre place de vrai influenceur. Parce que ma consoeur demandait tout à l'heure, ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement on le disait, les médias sont le quatrième pouvoir. On dirait que ce pouvoir-là s'est enfui. Il s'est enfui. Il faut se retrouver dans les mains d'influenceurs et d'influenceuses. Les médias aujourd'hui sont devenus, je ne sais pas, des porte-à-porte ou porte-à-porte. On avale ce que les influenceuses nous envoient comme voilà ce qu'elles veulent nous envoyer, c'est ça qu'on avale. Ouais. Mais il y a un danger aussi, dont on n'a pas parlé, mais on va l'évoquer rapidement. Les influenceurs et les influenceuses sont en train de prendre la place des journalistes et des animateurs sur les médias classiques. Quand on parle aujourd'hui d'accès à l'information, notre principal problème en tant que surtout médias privés, aujourd'hui les patrons des départements de communication
donnent la primeur de leur information à leur influenceur, à leur influenceuse, à celle qu'ils ont mis dans un carrefour avec, je ne sais pas, un produit de promotion, en promotion. Le journaliste n'est plus important. Le journaliste n'est plus important. C'est l'influenceur qui est devenu le premier interlocuteur d'une entreprise, d'une société, d'un annonceur. On a perdu notre rôle. Et nous sommes en train, on peut le retrouver, on peut le rattraper, n'est-ce pas? Nous sommes devenus des moutons. Dès que les influenceurs vont à gauche, nous allons à gauche. Ils vont à droite, nous allons à droite. Que faire? Vraiment, il faudrait... Que faire? Super. Changeons déjà le contenu de nos émissions. Ces talk shows à la m'as-tu vu, où c'est les influenceuses et influenceurs, surtout qu'il faut encore savoir ce qu'elles font comme influence. Hein, il faut qu'on essaye de faire une média. Je vois que ce mot dérange tout le monde, oui. À quel moment de leur vie est-ce qu'elles ont influencé positivement la société ou quelqu'un? J'aimerais bien voir des témoignages, comme pour dire, moi, j'ai suivi tel influenceur, voilà ce que je suis devenu, j'ai 4 hectares de bananes plantains dans mon village grâce à cet influenceur-là. On veut avoir des témoignages pareils, mais pas des témoignages du genre, j'ai acheté mon sac Chanel, j'ai acheté la dernière boute de je sais pas qui, Gucci, etc. C'est pas ça. Ça ne paie pas. Et vraiment, j'interpelle encore nos leaders. Mais moi, je vous interpelle aussi, hein, hommes des médias, femmes des médias. J'ai dit ce que j'ai dit, nous sommes des porte-à-porte aujourd'hui. Comment inverser la tendance? Les médias sont devenus des porte-à-porte. Comment inverser la tendance? Que les influenceurs comme des chefs. Donc, s'il faut inverser la tendance, c'est de changer nos contenus. Ces talk shows où on fait la part belle aux influenceurs, entre guillemets, inviter désormais de vraies influenceuses. Celles qui portent comme Calix Beyala, ici au Cameroun, comme Enon Chan, celle qui est cette experte en informatique camerounaise qui a créé une grosse société très respectée aujourd'hui sur les apps tech. Commençons à inviter les vrais, ceux qui portent valablement ce titre d'influenceur. Ça ne peut pas être seulement des personnes qui mettent les chaussures de Chanel. Ok, donc cela veut dire qu'il faut revoir le contenu, des médias de façon générale. Revoir le contenu. Maintenant, il faut faire en sorte que ce soit intéressant, que ça intéresse les gens. Oui, Georges, parmi les followers de ces influenceuses-là, de porte-à-porte, en premier les journalistes, hein. En premier les hommes de médias. Ils les félicitent pour le nouveau sac, ils les félicitent pour le nouveau bikini, etc. Non, arrêtons. Nous sommes le 4e pouvoir. C'est honteux qu'on soit aujourd'hui des moutons, alors que nous devons être des bergers, plutôt. Bien. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Permettez-moi de retrouver tout à l'heure notre consoeur Geneviève Wané-Grebo qui intervient à partir de Paris où elle se trouve. Elle va nous proposer ce qu'elle a comme solution face à ces fléaux qui nous assaillent. Comment y remédier? C'est la grande question, grand point d'interrogation. Comment remédier à ce phénomène? Peut-être tout simplement attirer l'attention sur les maladies que l'on peut attraper via tous ces excréments. C'est peut-être la seule solution possible, mettre le doigt sur toutes ces maladies et en parler, dire que avec ces excréments, eh bien, on peut attraper l'hépatite A, la plus dangereuse, on peut attraper des vers intestinaux dans le moindre des cas, avec le ténia, le choléra, la typhoïde, la poliomyélite, et que ces personnes sachent que toutes ces maladies s'attrapent à partir des selles. Mais il y a un élément également qu'il faut que l'on prenne en compte, c'est l'aspect, excusez-moi. Et il y a un élément qui est important de prendre en compte, c'est l'aspect psychologique de la chose.
Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces personnes sont psychologiquement atteintes et il y en a qui ne s'en sortent pas. On ne peut pas sortir indemne de telles pratiques. C'est pour ça que nous avons vu la vidéo d'une jeune fille qui n'a pas pu survivre à toutes ces pratiques. Elle s'est suicidée. Et ça, que peut-on y faire? Que peut-on y faire? La seule chose que l'on puisse faire, c'est mettre en garde. Mettre en garde, mettre en garde. Ne en parler, ne pas baisser les bras, continuer à parler des effets, sans avoir à accuser. Qui sommes-nous pour juger? Mais que ces personnes sachent ce qui les attend. Et tous ces influenceurs, ces influenceuses doivent savoir qu'il ne faut pas entraîner des personnes innocentes dans ces pratiques. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et cela se fait un peu trop souvent. Et c'est là où il faut agir, où il faut mettre en garde. Et pour terminer, je dirais tout simplement que Dieu protège nos enfants. Que Dieu protège nos enfants. Merci beaucoup, Geneviève. Nous continuons de prendre les différents avis. Comment remédier à ce fléau? Et derrière ce fléau, il y en a bien d'autres. Léontine Sewé, vous êtes à Abidjan. On attend votre réaction. Surtout que vous êtes dans le domaine de l'éducation. Merci, Georges. Je pense que c'est quand même un certain nombre de choses à faire qui impactent aujourd'hui toutes les couches de la société. Tout à l'heure, vous parliez des journalistes. Ça n'est pas seulement que eux, il y a aussi les parents. On a connu le phénomène de l'enfant roi, qui est toujours, qui est toujours d'actualité, où l'enfant, parce qu'on a tellement désiré qu'il devient l'enfant roi, qui impose sa loi à tout le monde. Et aujourd'hui, avec le nouveau phénomène là, des influenceurs, on est de plein pied dans ce que j'appellerais le phénomène des enfants-parents. L'enfant devient le père, l'enfant devient la mère, puisque c'est lui. Monsieur le ministre parlait en début d'émission de la misère, la misère économique, la misère matérielle des uns et des autres, et qui fait que l'enfant aujourd'hui prend la place du père, il prend la place de la mère qui ne travaille pas. Et donc, c'est lui qui impose aux parents ses desiderata, c'est lui qui dit aux parents ce qu'ils doivent faire. Et donc, là aussi, il y a un travail à faire. Et en tant que spécialiste en éducation, je pense qu'il faut revenir à nos fondamentaux. Quand je parle de nos fondamentaux, c'est vraiment cette culture africaine avec un grand C, qui veut que le père, la mère occupent la place centrale dans l'éducation de la famille, dans la conduite des affaires de la famille. Et souvenez-vous, je vous le rappelle juste. Question un peu brutale, est-ce que ce n'est pas utopique ce que vous dites compte tenu des réalités que nous avons? Ça ne l'est pas du tout. J'allais justement. On a les familles monoparentales, on a un peu de tout aujourd'hui. Voilà, ce qui n'existait pas avant. Oui, j'allais vous donner un exemple d'éducation populaire qui a voulu que, à un moment donné, la société française, puisque de toute façon, on ne peut pas l'occulter. On ne peut pas l'occulter, quel que soit ce qu'on lui reproche, on ne peut pas l'occulter parce qu'elle est quand même partie prenante de ce que l'Africain d'aujourd'hui est, notamment nous qui avons été colonisés par cette France-là. Et donc, à un moment, au sortir de la guerre, il y a eu cet état de décadence-là dans lequel se trouvent les sociétés africaines aujourd'hui. La France aussi est passée par là. Peut-être pas le phénomène de porte-à-porte, mais il y a eu d'autres phénomènes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place ce qu'on appelle l'éducation populaire. L'éducation populaire qui concernait aussi bien les parents que les enfants. C'est-à-dire qu'au sortir des usines, on allait former ces personnes-là pour qu'elles sortent de l'illettrisme, qui est quand même un véritable fléau, parce que l'illettrisme et l'analphabétisme conduisent à tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Moi, je ne peux pas, moi, en tant qu'intellectuel, et là, je fais aussi une parenthèse pour dire que il y a même une sorte de disqualification de l'intellectuel africain. On s'est complètement disqualifié parce qu'on est aujourd'hui tenu par les honneurs, par l'argent, par la grosse voiture qu'on aimerait avoir, par la grosse maison. Du coup, notre voix ne porte plus. On y a renoncé exactement comme ce personnage-là de la Bible qui a renoncé à son droit d'aînesse pour un morceau de viande. C'est exactement, voilà. Donc ça, c'était la parenthèse concernant les intellectuels africains. Et donc, je dis, il faut que chacun reprenne son rôle. Ce n'est pas de l'utopie, Georges. C'est vrai, ça ne sera pas facile à faire, mais rien de ce qui participe de la construction de l'humain n'est facile. Il faut qu'on se le dise. Et aujourd'hui,
on a encore des repères. Je suis désolée, hein, c'est peut-être pas très apparent, mais la société africaine a encore des repères. On peut aller puiser dans ces repères-là. On a des intellectuels qui sont prêts à accompagner parce qu'eux n'ont pas renoncé à leur devoir d'intellectuel, qui est quand même le devoir d'un Prométhée qui apportera la lumière à son peuple. Il y en a, ils sont peut-être pas nombreux. Monsieur le ministre est là, voilà. C'est un au Sénégal. Et pardonnez-moi du peu, hein, avec toute la modestie que vous me connaissez, Léontine Sewé, ici en Côte d'Ivoire. Moi, je suis prête aujourd'hui à prendre mon bâton de pèlerin et à faire le tour des familles. Je le fais déjà au niveau de ma cellule familiale. Et je suis prête à démultiplier ces actions-là. Il faut juste qu'on se réveille un jour et qu'on dise, ça n'est pas aux politiques de tout faire. Parce que le mal aussi de l'Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que cette politique-là, comme si on la découvrait. Dans nos sociétés traditionnelles africaines, il y avait la politique. Hein. Le chef du village, le roi, le chef de terre, c'était des hommes qui dirigeaient. Et ceux-là avaient des valeurs, ils avaient des repères. C'est à nous aujourd'hui de reprendre cela. L'Europe est en perte de vitesse quand on parle de valeurs et quand on parle de repères. Et l'Afrique a ceci de particulier que non seulement elle est riche quand on parle de richesse matérielle, mais elle est riche quand on parle de valeurs et de repères. Et c'est ces choses-là qui sont en train d'être détruites parce qu'au-delà même du simple phénomène du porti-porta, excusez-moi, hein, j'extrapole, mais je pense qu'il y a comme une sorte de plan commun hein, qui consisterait à détruire, à laminer les sociétés africaines de manière à ce qu'elles ne soient plus rien et qu'on leur impose tout, qu'elles deviennent des éponges qui absorbent tout, alors que c'est nous qui avons énormément de choses à apporter à ce monde. Merci, donc, merci beaucoup, Léontine Sewé. Voilà. Merci beaucoup. Vous intervenez à partir d'Abidjan. Je vous laisse le mot de la fin. Les intellectuels, le mot est revenu. Chacun a fait un peu sa proposition. Vous êtes un intellectuel, vous êtes auteur, écrivain, vous avez été membre du gouvernement, donc on peut le dire, vous êtes un homme du pouvoir. Je vous laisse le dernier mot. Je vous laisse le dernier mot parce qu'on a l'impression qu'on est assailli par tellement de fléaux. Celui-ci dont on a parlé aujourd'hui, mais il y a celui, par exemple, où les jeunes vont se noyer dans les mers. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, on fait quoi? On fait comment? Je voudrais saluer et rendre hommage aux trois dames avec lesquelles j'ai débattu. Et d'abord rappeler que dans notre Afrique éternelle, l'éducation, c'est le privilège de la mère. En tout cas, dans la société dans laquelle j'évolue, et pour la plupart des sociétés africaines que je connais, la mère a un rôle essentiel. Outre qu'elle transmet par son sein la vie, la sève nourricière de l'histoire de son pays, de son peuple et les valeurs de sa nation, elle veille sur l'enfant jusqu'à au moins 7 ans. Parce que jusqu'à cet âge, l'enfant n'a pas d'autonomie. Et ce que nous disputent aujourd'hui les réseaux sociaux, et c'est là où il faut faire attention, c'est que pour calmer son enfant, ne lui donnez pas de téléphone. Ne donnez pas à votre enfant à 7 ans une tablette parce que vous avez envie d'aller faire autre chose. C'est démissionné. Parlez-lui. Dans l'éducation traditionnelle africaine, et pour ce qui me concerne au Sénégal, qui s'est bien marié avec la tradition islamique, l'éducation, c'est 3 phases. De 0 à 7 ans, l'enfant est roi. Mais un roi qui s'identifie à sa mère, qui admire son père. De 7 à 14 ans, il faut le canaliser, lui dire ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non et au besoin une claque, voire une fessée jusqu'à 14 ans. En 14 à 21 ans, l'enfant doit devenir le compagnon de son père s'il est un homme, la compagne de sa mère si elle est une femme. Elle va avec sa mère dans les cérémonies, elle regarde sa mère interagir avec la société. Voilà tonton tel, voilà comment je le traite. Voilà monsieur tel, voilà tatan tel, voilà les relations que nous avons. L'enfant enregistre et son comportement social futur sera calqué sur les comportements exemplaires qu'il a vus. Alors, ce qui se passe pour nous en Afrique, c'est que, et je vais encore citer Cheikh Hamidou Kane, nous sommes une nature étrange en détresse de n'être pas deux. Nous avons l'écartèlement,
et notre sœur de Abidjan le disait, entre cet héritage colonial, qui a été au fond un viol culturel, que nous n'avons pas, pour certains, absorbé, que d'autres ont avalé sans enlever les arêtes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous semblons encore traumatisés. Mais nous sentons, partout en Afrique, une poussée des jeunes panafricains qui montent de plus en plus et qui veulent tout simplement redevenir ce que nous fûmes. Ce n'est pas un retour en arrière. Aujourd'hui, les jeunes qui poussent, qui veulent que entre moi et Abidjan, il n'y a pas de frontière, entre moi et le Mali, il n'y a pas de frontière, et qu'est-ce que Sundiata Keita a fait, et qu'est-ce que l'Égypte ancienne a apporté au monde. Cette poussée des jeunesses africaines va s'amplifier. Malheureusement, comme le disait notre consoeur, notre ami du Cameroun, nous avons des segments de la société qui ne jouent plus leur rôle, qui ne jouent pas leur rôle. Le rôle, d'abord, d'amortissement et d'amplification de ce que nous sommes. Je vais terminer par un appel, si vous le permettez. Allez-y. Nous avons, l'Afrique, l'opportunité de jouer un rôle majeur dans l'histoire du monde après que nous l'ayons fondé. L'Europe, qui a dominé le monde pendant des siècles, est en décadence. Tous les signes annonciateurs d'une décadence sont en train de s'installer les uns après les autres. La puissance américaine, je me demande encore pourquoi elle nous impressionne. L'Amérique n'a pas 300 ans. Comment l'Amérique peut-elle conduire le monde face à des pays comme la Russie, qui a des milliers d'années d'empire, l'Iran, qui a des milliers d'années d'empire, l'Afrique, qui a des milliers d'années d'histoire? Ils ont un avantage, l'avantage militaire. Or, l'état actuel des armes fait que personne ne va prendre le risque d'une déflagration nucléaire, première chose. Deuxième chose, l'uranium enrichi, nous en produisons. Prenons nos indépendances et régulons à la fois le marché de l'uranium, le marché du pétrole, parce que nous sommes aujourd'hui parmi les pays producteurs émergents, le marché de l'or, qui va jouer un rôle de plus en plus important dans la nouvelle configuration monétaire du monde. Parce que les événements de Russie ont montré à la Russie qu'elle pouvait imposer son rouble au marché mondial. Et en cas de clash entre le dollar et le rouble, on va peut-être retourner à l'or. Et à ce moment-là, nos gisements vont prendre encore de la valeur. Ce qui nous manque, c'est une vision. Ce qui nous manque, c'est des leaders attachés à leur terre. Ce qui nous manque, c'est des élites moins corrompues, qui aient un rêve pour l'Afrique. On a un continent où tout est possible. On ne peut pas avoir plus de 60% des terres arables du monde et être livré au blé ukrainien. Franchement. Il y a des choses concrètes. On n'a pas besoin d'être des politiques pour ça. On a besoin des ingénieurs, on a besoin des sachants qui peuvent nous dire, OK, voilà, pour la Côte d'Ivoire, voilà comment on va faire. La Côte d'Ivoire produit du café. Comment se fait-il que la tasse de café soit plus chère que le revenu que l'on peut donner aux paysans? Ces détériorations des termes de l'échange, on doit taper sur la table. Moi, c'est mon combat et je pense que la jeunesse africaine et les femmes d'abord. Je rappelle une belle phrase de Frantz Fanon dans l'an 5 de la révolution algérienne. Il avait dit « Ayons les femmes, le reste viendra ». Merci beaucoup. Et nous, on a fini d'apprendre à lier le bois au bois. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous étions donc en compagnie de Monsieur Amadou Tidiane Won, qui a été ministre de la Culture au Sénégal de 2001 à 2002. Il a été également ambassadeur de son pays de 2010 à 2013. Il est écrivain et il est essayiste. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame Kouani Diarra Monteiro. Vous êtes journaliste, consultante. En tout cas, vous avez fait votre parcours et vous avez encore beaucoup à donner. Il faut dire que la situation des pays africains demande que l'on analyse les choses de façon froide et c'est ce que chacun de vous a pu faire. Merci beaucoup à vous, Léontine Sewé. Vous êtes consultante experte en management
des organisations et projets de territoire, ingénieur en pédagogie éducative et de la formation continue. Vous êtes également, pardon, excusez-moi, vous êtes également auteur. Vous avez des romans à votre actif. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous souhaitons que, eh bien, le réveil que vous avez sonné, eh bien, ait lieu effectivement. Merci à vous, Carole. Vous êtes peut-être la plus jeune de ce panel, mais merci beaucoup de mettre le doigt sur les plaies que nous avons au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun se passe également en Côte d'Ivoire, au Sénégal et un peu partout. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Tout ce qui a été dit, je pense, est important. Il faut freiner quelque peu les phénomènes qui assaillent les pays africains et puis voir comment véritablement amorcer notre développement avec beaucoup plus de sérénité. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro de Tribune du Mardi.